Mon fils m'a méprisé et m'a expulsé de ma propre maison. Il a jeté mes vêtements par terre et a dit « Choisis-en un et dégage d'ici tout de suite ». Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que je prévoyais déjà l'abandon. Mais il n'avait aucune idée que 3 jours plus tard, tout allait changer. Car lorsqu'il m'a revu, il a failli s'évanouir. Parce que moi. Bonjour, je m'appelle Agnès. J'ai 68 ans. Avant de commencer cette histoire, je vous demande gentiment de vous abonner à la chaîne, de laisser un like sur cette vidéo et de commenter d'où vous nous écoutez. Cela m'aide énormément. Merci de tout cœur. Janvier 2025. Lyon. Un après-midi d'hiver glacial. Je ne savais pas que ce jour-là serait le dernier que je passerais dans cette maison. La maison où j'avais élevé mon fils. La maison où j'avais sacrifié ma jeunesse, ma santé, mes rêves. Tout pour lui. J'étais assise dans le salon, tenant une tasse de thé entre mes mains tremblantes. Mes articulations me faisaient mal. L'arthrite. Le médecin m'avait dit de me reposer, mais comment pouvais-je me reposer dans une maison où je me sentais de trop? Christophe, mon fils unique, était assis dans le fauteuil en face de moi. 42 ans. Chemise bleue impeccable, cheveux bien coiffés, regard froid planté sur son téléphone. Il ne me regardait jamais vraiment. Pas depuis des mois. Pas depuis que Nathalie était entrée dans sa vie. Nathalie, ma belle-fille, 38 ans. Blonde, élégante, calculatrice. Elle était assise sur l'autre fauteuil, les jambes croisées, les ongles parfaitement manucurés tapotant sur son propre téléphone. Elle ne levait jamais les yeux vers moi non plus. Pour elle, j'étais invisible. Pire, j'étais un poids. Le silence dans cette pièce était étouffant, oppressant. Je sentais le mépris dans l'air, aussi glacial que le vent de janvier dehors. Je portais la tasse à mes lèvres. Mes mains tremblaient, plus que d'habitude. La fatigue, le stress, la tristesse accumulée, et puis, ça s'est produit. La tasse a glissé de mes doigts. Tout s'est passé au ralenti. La porcelaine blanche est tombée, le thé chaud s'est répandu sur le canapé beige. Une tache sombre s'est étalée sur le tissu. Mon cœur s'est arrêté. Je savais ce qui allait suivre. Christophe a levé les yeux de son téléphone. Son visage s'est transformé instantanément. La colère, pure et brûlante. « Maman! Encore ?» Sa voix a explosé dans le salon. Il s'est levé d'un bond, les poings serrés. « Tu n'as aucun respect, aucun !» Je me suis précipitée, essayant d'éponger le thé avec mes mains nues. Le liquide brûlait ma peau, mais je ne sentais rien. La peur dominait tout. Je suis désolée, Christophe. C'était un accident. Je ne voulais pas. Un accident? Il s'est approché de moi, me dominant de toute sa hauteur. C'est toujours un accident avec toi. Tu es négligente, irresponsable. Nathalie a levé les yeux de son téléphone, un sourire satisfait flottant sur ses lèvres. Elle ne disait rien, mais son regard parlait pour elle. Enfin. Christophe, je t'en prie, je vais nettoyer, je vais tout arranger. Mais il n'écoutait plus. Il a tourné les talons et s'est dirigé vers le couloir. Ses pas résonnaient comme des coups de marteau sur le parquet. Je l'ai suivi, paniqué, essuyant mes mains mouillées sur mon tablier. « Christophe, s'il te plaît, où vas-tu » Il a ouvert brutalement la porte de ma chambre. Ma petite chambre au fond de l'appartement. La chambre où j'avais dormi seule pendant 15 ans, depuis la mort de son père. La chambre où je m'étais réfugiée chaque soir en priant que les choses s'améliorent entre nous. Il a ouvert mon armoire avec violence. Mes vêtements. Mes pauvres vêtements usés. Des robes fleuries délavées, des cardigans troués au coude, des jupes en tissu fin. Il a commencé à les arracher des cintres et à les jeter par terre. « Christophe, qu'est-ce que tu fais? Arrête !» Il ne s'est pas arrêté. Il a continué à tout jeter. Une blouse bleue est tombée sur la photo encadrée sur ma table de chevet. La photo de Christophe le jour de sa remise de diplôme. Le verre s'est fissuré. J'ai senti quelque chose se briser en moi aussi. Quand l'armoire a été vide, il s'est retourné vers moi. Ses yeux étaient froids, des yeux que je ne reconnaissais plus. « Choisis un vêtement, et va-t'en d'ici, maintenant. » Ces mots ont frappé mon cœur comme un coup de poignard. « Christophe, je n'ai nulle part où aller.
Tu le sais. Qu'est-ce que je vais faire? Où vais-je dormir? Il a sorti son portefeuille de sa poche. Il a compté 10 €, 2 billets de 5. Il les a jetés par terre, à mes pieds, comme si j'étais une mendiante. Débrouille-toi. Il est sorti de la chambre. Nathalie se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, ce sourire satisfait toujours présent. Elle me regardait comme on regarde un insecte écrasé. « Enfin !» a-t-elle murmuré, assez fort pour que je l'entende. Je suis tombée à genoux sur le sol. Mes mains tremblaient en ramassant les 2 billets. Je regardais mes vêtements éparpillés autour de moi. J'ai choisi une robe marron simple et un manteau fin. C'est tout ce que j'avais maintenant. 68 ans. Expulsée par mon propre fils, celui pour qui j'avais tout sacrifié. J'avais travaillé 3 emplois à la fois pour payer ses études. Nettoyer des maisons à l'aube. Laver du linge à la main l'après-midi. Repasser des vêtements la nuit. Je m'étais affamée pour qu'il puisse manger. J'avais renoncé à ma vie pour qu'il ait la sienne. Et maintenant, pour une tasse de thé renversée. Il me jetait à la rue comme un déchet. Je me souvenais de lui petit. Il renversait du jus sur la table chaque matin, de la nourriture par terre chaque soir. Et je nettoyais tout en souriant. Parce que c'était mon fils. Parce que je l'aimais. Et maintenant, quand moi je renversais quelque chose sans le vouloir, il me traitait comme une ordure. J'ai pris ma petite sacoche en tissu. J'y ai mis les 10 €, un mouchoir et une vieille photo de Christophe bébé. Je ne pouvais pas laisser cette photo derrière moi. C'était tout ce qu'il me restait de l'enfant que j'avais aimé. J'ai quitté cette maison sans un regard en arrière. Le froid de janvier m'a frappé immédiatement. Le vent coupait mon visage comme des lames de rasoir. J'ai marché, sans savoir où aller. Les rues étaient bondées. Des gens rentrèrent du travail, riaient, entraient dans des cafés chaleureux. Des familles avec des enfants passaient à côté de moi. Personne ne me voyait. J'étais invisible. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé des heures. Mes pieds me faisaient mal. Mes chaussures usées n'étaient pas faites pour marcher longtemps sur le pavé glacé de Lyon. Le froid pénétrait mes os. Mon manteau fin ne protégeait de rien. Je suis passé devant une vitrine de boutique de vêtements. Les mannequins portaient des manteaux d'hiver élégants, des écharpes en cachemire, des bottes en cuir. J'ai regardé mon reflet dans le verre. Une vieille femme fatiguée me fixait. Des cheveux gris en désordre, des rides profondes, des yeux rouges de larmes. Je ne me reconnaissais plus. Quand étais-je devenue cette femme brisée? J'ai continué à marcher. Je suis passé devant un restaurant. À travers les fenêtres embuées, je voyais des couples dîner, lever leurs verres de vin rouge, rire ensemble. L'odeur de nourriture qui s'échappait de la cuisine me donnait le vertige. Je n'avais rien mangé depuis le petit déjeuner. Mon estomac criait famine. Mais je n'avais que 10 €, 10 misérables euros pour recommencer une vie. J'ai atteint la place Bellecour. La grande place était presque déserte à cause du froid. La fontaine au centre était éteinte pour l'hiver. Les bancs en bois étaient vides. J'ai essayé de m'asseoir sur l'un d'eux, mais le métal glacé a traversé mes vêtements fins. Je ne pouvais pas rester là. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à un mur de pierre. Je m'y suis appuyée, et mes jambes ont cédé. Je me suis laissée glisser jusqu'au sol. Assise sur le trottoir gelé, serrant ma sacoche contre ma poitrine, j'ai éclaté en sanglots. Les larmes coulaient sans contrôle, chaudes sur mes joues glacées. Toute la douleur accumulée, toute l'humiliation, toute la trahison se déversaient enfin. « Comment a-t-il pu me faire ça ?» j'ai murmuré à voix basse. « Comment ?» Je repensais à Christophe enfant, quand il avait 5 ans et qu'il renversait son chocolat chaud chaque matin. Je nettoyais en souriant, en lui disant « Ce n'est rien, mon chéri, les accidents arrivent », quand il avait 8 ans et qu'il avait cassé mon vase préféré en jouant au ballon dans la maison. Je ne m'étais pas fâchée. J'avais dit « Ce n'est qu'un objet, mon amour. Tu es plus important. » Quand il avait 15 ans et qu'il avait échoué à son examen, je l'avais serré dans mes bras en lui disant « Ce n'est pas grave. Tu réussiras la prochaine fois. Je crois en toi. » J'avais toujours été là. Toujours. Quand son père est mort d'un cancer brutal, laissant un vide immense dans nos vies, j'avais tenu bon. Pour lui. J'avais travaillé comme une forcenée pour qu'il ne manque de rien, pour qu'il puisse continuer ses études,
pour qu'il ait une vie meilleure que la mienne, et maintenant, pour une tasse de thé renversée. Il me traitait comme une étrangère, comme une menace, comme quelqu'un dont il fallait se débarrasser. Les passants marchaient autour de moi. Certains me jetaient un regard rapide et détournant les yeux. D'autres m'ignoraient complètement. J'étais juste une vieille femme sans abri de plus. Une statistique. Un problème social. Le ciel s'assombrissait. La nuit allait tomber bientôt. Et je n'avais nulle part où aller. J'ai pensé à dormir dans un abrigo pour sans-abri. Mais l'idée me terrifiait. J'avais entendu des histoires, des vols, des violences. Et à mon âge, malade, affaibli, que pouvais-je faire pour me défendre? J'ai pensé à retourner chez Christophe et supplier, me mettre à genoux et implorer son pardon, promettre de ne plus jamais rien renverser, de ne plus jamais être un fardeau. Mais ma dignité, aussi fragile soit-elle, m'en empêchait. Il m'avait jeté dehors comme une ordure. Il avait pris sa décision. Et Nathalie avait gagné. Elle m'avait toujours détesté. Depuis le premier jour où Christophe me l'avait présentée. Elle me regardait comme si j'étais un obstacle. Un poids mort. Une vieille chose encombrante qu'il fallait éliminer. Et elle avait réussi. J'ai serré la photo de Christophe bébé dans ma main. Sur cette photo, il souriait. Un sourire pur, innocent, plein d'amour. Où était cet enfant maintenant? Qu'était-il devenu? Les larmes continuaient de couler. Je ne les retenais plus. À quoi bon? Il n'y avait personne pour me voir, personne pour s'en soucier. Le froid devenait insupportable. Mes doigts étaient engourdis. Je ne sentais plus mes pieds. Mon corps entier tremblait. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Un homme s'est approché. Il marchait lentement dans la place, accompagné de 2 autres hommes quelques mètres derrière lui. Il portait un long manteau noir en laine, une écharpe grise élégante. Ses cheveux blancs étaient parfaitement coiffés. Il avait une posture droite, assurée. Il s'est arrêté en me voyant. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait passer son chemin comme tous les autres. Mais non. Il a fait un geste de la main aux 2 hommes derrière lui, leur signalant d'attendre. Et il s'est approché de moi. Il s'est arrêté à quelques pas. Puis, à ma grande surprise, il s'est accroupi. Et finalement, il s'est assis par terre à côté de moi. Un homme élégant, riche de toute évidence, assis sur le trottoir glacé à côté d'une vieille femme en pleurs. « Madame, tout va bien. » Sa voix était douce, gentille, sincère. Je me suis essuyé les yeux rapidement, honteuse qu'il me voie dans cet état. Je suis désolée. Je ne voulais déranger personne. Je vais partir. Vous ne dérangez personne. Il a posé une main douce sur mon épaule, mais vous pleurez. Et il fait très froid pour être dehors seul. Que s'est-il passé? Quelque chose dans ses yeux m'a touchée, de la compassion, de la bonté, quelque chose que je n'avais pas vu depuis si longtemps, et j'ai craqué. Mon fils m'a expulsé de chez moi, aujourd'hui, à cause d'une tasse de thé. Je l'ai renversé sur le canapé sans le vouloir. Et il a jeté mes vêtements par terre et m'a dit de partir, comme si je n'étais rien, comme si toutes ces années ne comptaient pas. L'homme a fermé les yeux un instant, comme s'il ressentait ma douleur profondément. « Et vous n'avez nulle part où aller ?» J'ai secoué la tête, les larmes coulant à nouveau. « Non. J'ai toujours vécu pour lui. Depuis la mort de son père il y a 15 ans, c'était juste nous 2. J'ai tout sacrifié. 3 emplois à la fois pour payer ses études. Je nettoyais des maisons le matin, je travaillais dans une laverie l'après-midi, je repassais des vêtements la nuit. J'ai eu faim pour qu'il puisse manger. J'ai renoncé à ma vie pour qu'il ait la sienne. Et maintenant, il me jette dehors comme une poubelle. L'homme a posé sa main sur la mienne. Elle était chaude, réconfortante. Je comprends votre douleur plus que vous ne l'imaginez. J'ai aussi une fille, Sophie. Elle m'a abandonnée il y a 5 ans. Elle a dit que j'étais un fardeau, que mon argent ne pouvait pas acheter son amour. Et elle avait raison. Mais ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on aime, et que cet amour n'est pas rendu. J'ai levé les yeux vers lui, surprise. Cet homme élégant, riche, puissant, souffrait de la même blessure que moi. Nous sommes restés assis là, sur ce trottoir glacé, 2 étrangers liés par la même douleur. Le rejet de nos propres enfants, la trahison de ceux que nous avions le plus aimés.
Comment vous appelez-vous ? A-t-il demandé doucement. Agnès. Agnès Bertrand. Moi, c'est Édouard. Édouard Villeneuve. Il m'a tendu la main. Je l'ai serré. Sa poignée de main était ferme, rassurante. Édouard. Merci de vous être arrêté. La plupart des gens. Ils ne me voient même pas. Je vous vois, Agnès. Et je ne peux pas vous laisser ici. Pas par ce froid. Pas après ce que vous venez de vivre. Il s'est levé lentement, puis m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Mes jambes tremblaient. J'avais du mal à tenir debout. Venez, nous allons dîner ensemble. Personne ne devrait être seul après une journée pareille. J'ai hésité. Je ne le connaissais pas. C'était un étranger. Mais quand je regardais ses yeux, je voyais quelque chose de vrai, de la bonté, de la sincérité. Et surtout, je n'avais nulle part où aller. D'accord, ai-je murmuré. Les deux hommes qui l'accompagnaient se sont approchés. Ils portaient des costumes sombres, avaient des oreillettes discrètes, des gardes du corps. Édouard était donc quelqu'un d'important. Une voiture noire s'est arrêtée devant nous. Une Mercedes luxueuse aux vitres teintées. L'un des gardes a ouvert la portière arrière. Édouard m'a fait signe d'entrer. Je suis monté dans la voiture. L'intérieur était chaud, les sièges en cuir étaient chauffants. Après des heures dans le froid, cette chaleur était un soulagement indescriptible. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes. Je regardais par la fenêtre. Les rues de Lyon défilaient. Nous avons quitté le centre-ville et nous nous sommes dirigés vers les quartiers chics, puis vers la périphérie. « Où allons-nous » ai-je demandé un peu nerveuse. « Dans un endroit tranquille, où nous pourrons parler sans être dérangés. » La voiture s'est arrêtée devant un restaurant élégant, le Paul Bocuse, l'un des restaurants les plus prestigieux de Lyon. Je connaissais ce nom. Tout le monde connaissait ce nom. Mais je n'y avais jamais mis les pieds. Ce n'était pas pour des gens comme moi. Édouard, je ne peux pas. C'est beaucoup trop cher. Vous ne paierez rien. Détendez-vous. Profitez. Nous sommes entrés. Le maître d'hôtel a immédiatement reconnu Édouard et nous a conduits à une table privée dans un coin tranquille. Les nappes étaient en lin blanc impeccable. Les couverts en argent brillaient sous les lumières tamisées. Des bougies parfumées créaient une ambiance chaleureuse. Je me sentais tellement déplacée. Avec ma vieille robe marron et mon manteau fin, je ne ressemblais à personne ici. Les autres clients portaient des vêtements de créateurs, des bijoux étincelants. Mais Édouard ne semblait pas s'en soucier. Il a commandé du vin, des entrées, des plats principaux. Le serveur le traitait avec un respect particulier. « Vous êtes quelqu'un d'important, n'est-ce pas ?» ai-je demandé timidement. Édouard a souri légèrement. « J'ai une entreprise, des hôtels. J'en possède plusieurs à travers la France. J'ai travaillé toute ma vie pour construire cet empire. Mais dans le processus, j'ai perdu ma famille. » « Votre femme ? Elle est décédée il y a 10 ans. Un cancer. Comme votre mari, je suppose que nous partageons aussi cette douleur. » J'ai hoché la tête, sentant les larmes monter à nouveau. « Et votre fille, Sophie. Que s'est-il passé ?» Édouard a regardé son verre de vin, perdu dans ses pensées. J'ai passé tellement de temps à travailler, à construire mon entreprise, à gagner de l'argent. Je pensais que c'était pour elle, pour lui offrir une vie meilleure. Mais en réalité, je n'étais jamais là. J'ai raté ses récitals de danse, ses remises de diplôme, ses premiers chagrins d'amour. Et quand sa mère est morte, elle m'a blâmée. Elle a dit que maman était seule à la fin parce que j'étais toujours en voyage d'affaires. Et elle avait raison. Sa voix s'est brisée légèrement. Il y a 5 ans, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir, que mon argent ne pouvait pas acheter son pardon, que j'étais un étranger pour elle. Depuis, elle a coupé tout contact. J'envoie des lettres, des cadeaux pour son anniversaire, mais elle les renvoie, sans les ouvrir. J'ai posé ma main sur la sienne. Je suis désolée, Édouard, vraiment désolée. Nous portons tous nos regrets, Agnès, mais vous n'avez rien à regretter. Vous avez tout donné à votre fils, et il vous a trahi. C'est différent. Le dîner est arrivé. Des plats raffinés que je n'avais jamais vus. Du saumon fumé, du foie gras, du magret de canard. Chaque bouchée fondait dans ma bouche.
Je mangeais lentement, savourant chaque instant. Nous avons parlé pendant des heures, de nos vies, de nos rêves perdus, de nos douleurs partagées. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais entendue, comprise, respectée. À la fin du repas, Édouard est redevenu sérieux. « Agnès, où comptez-vous dormir ce soir ?» La réalité m'a frappée à nouveau. J'avais oublié pendant quelques heures. Mais maintenant, le poids est revenu. Je ne sais pas. Peut-être un refuge. Non, sa voix était ferme. Cela n'arrivera pas. Venez chez moi. Restez aussi longtemps que vous en aurez besoin. J'ai des chambres vides. Et, honnêtement, cette maison est bien trop grande pour une seule personne. Ce serait agréable d'avoir de la compagnie. Édouard, je ne peux pas accepter ça. Je ne vous connais pas. Et vous ne me connaissez pas. Je connais votre douleur, et c'est suffisant pour moi, s'il vous plaît. Acceptez. J'ai regardé ses yeux. Il était sincère. Il ne me proposait pas cela par pitié, mais par compassion, par humanité, et j'ai accepté. Nous sommes sortis du restaurant. La Mercedes nous attendait. Nous avons roulé pendant 20 minutes, quittant Lyon, nous dirigeant vers les collines environnantes. Et puis, je l'ai vue, la maison d'Édouard. Non, pas une maison, un château, une immense propriété illuminée par des projecteurs, des jardins impeccables, une fontaine en marbre au centre de l'allée, des colonnes néoclassiques, des fenêtres immenses d'où s'échappait une lumière dorée. Mon Dieu, ai-je murmuré, bouche bée. Édouard a souri. Bienvenue chez moi, Agnès. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée principale. Un garde a ouvert ma portière. Je suis descendu, mes jambes tremblant à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de peur ou de froid, c'était d'émerveillement. Édouard m'a guidé à l'intérieur. Les portes massives en bois sculpté se sont ouvertes, révélant un hall d'entrée à couper le souffle. Le sol était en marbre blanc, veiné d'or. Un double escalier majestueux menait au premier étage. Des lustres en cristal pendèrent du plafond haut de plusieurs mètres. Des tableaux anciens ornaient les murs. Je me suis arrêtée, figée. Je n'avais jamais vu un endroit pareil. Même à la télévision, cela semblait irréel. Et maintenant, j'étais là. Moi, Agnès Bertrand, femme de ménage à la retraite, expulsée par son propre fils quelques heures plus tôt. « Venez », a dit Édouard doucement. « Je vais vous montrer votre chambre. » Il m'a conduite au premier étage. Le couloir était long, éclairé par des appliques murales élégantes. Des tapis persans couvraient le sol. Nous avons passé plusieurs portes fermées avant qu'il ne s'arrête devant l'une d'elles. Il a ouvert la porte. « Voici votre chambre. Elle est à vous, aussi longtemps que vous le souhaitez. » Je suis entrée lentement. La pièce était immense. Un lit king size avec une couette en soie ivoire. Des meubles anciens en bois précieux. Une cheminée en marbre. Des portes-fenêtres donnant sur un balcon avec vue sur les jardins illuminés. Et une porte menant à une salle de bain privée avec une baignoire victorienne en cuivre. C'est trop. Ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Je ne peux pas. Si, vous pouvez, et vous allez le faire. Édouard a posé sa main sur mon épaule. Reposez-vous, Agnès. Vous avez vécu une journée terrible. Demain est un nouveau jour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a un interphone près du lit. Appelez-moi. Je suis juste au bout du couloir. Merci, ai-je chuchoté. Merci, infiniment. Il a souri gentiment et a fermé la porte derrière lui, me laissant seule. Je me suis assise sur le lit. Il était si doux, si confortable. J'ai enlevé mes chaussures usées et j'ai posé mes pieds sur le tapis épais. Mes orteils endoloris ont senti un soulagement immédiat. J'ai regardé autour de moi. Cette chambre était plus grande que tout l'appartement de Christophe, l'appartement où j'avais vécu pendant des années, me sentant de plus en plus petite, de plus en plus invisible. J'ai ouvert les portes-fenêtres et je suis sortie sur le balcon. L'air froid de janvier m'a frappée, mais cette fois, je ne tremblais pas. Je regardais les jardins en contrebas. Les arbres taillés avec précision, les haies parfaites, la fontaine éclairée dont l'eau scintillait comme des diamants. Comment ma vie avait-elle pu changer aussi radicalement en quelques heures? Ce matin, j'étais une femme brisée,
humiliée, jetée à la rue par son propre fils. Et maintenant, j'étais dans un château, accueillie par un homme gentil qui comprenait ma douleur. Je suis rentrée dans la chambre et je me suis dirigée vers la salle de bain. J'ai ouvert les robinets de la baignoire. L'eau chaude a coulé, remplissant la pièce de vapeur. J'ai trouvé des sels de bain parfumés à la lavande sur une étagère. J'en ai versé généreusement. Je me suis déshabillée lentement, retirant ma vieille robe marron, mon manteau fin. Je les ai regardés, pliés sur une chaise. Ces vêtements représentaient tout ce que j'avais emporté de mon ancienne vie. Je suis entrée dans la baignoire. L'eau chaude a enveloppé mon corps fatigué. Mes muscles endoloris se sont détendus. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les larmes couler à nouveau. Mais cette fois, ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. C'étaient aussi des larmes de soulagement, de gratitude, d'espoir. Je suis restée dans cette baignoire jusqu'à ce que l'eau refroidisse. Puis, je suis sortie, je me suis enveloppée dans un peignoir en soie que j'avais trouvé accroché à la porte. Il était doux contre ma peau. Je me suis couchée dans ce grand lit. Les draps sentaient la lavande fraîche. L'oreiller était moelleux. Et pour la première fois depuis des années, je me suis endormie en paix, sans peur, sans anxiété, sans me sentir comme un fardeau. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux en dentelle. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais rêvé. Mais non. J'étais bien dans cette chambre magnifique. J'ai entendu un léger coup à la porte. « Oui ?» ai-je répondu. La porte s'est ouverte. Une femme d'environ 50 ans, vêtue d'un uniforme sobre mais élégant, est entrée en poussant un chariot. « Bonjour, madame. Je suis Marie, la gouvernante. Monsieur Villeneuve m'a demandé de vous apporter le petit déjeuner. » Elle a installé un plateau sur une petite table près de la fenêtre. Du café frais, des croissants chauds, de la confiture maison, du jus d'orange pressé, des fruits frais. « Merci, Marie. Mais vous n'auriez pas dû vous donner cette peine. » Marie a souri chaleureusement. « C'est un plaisir, madame. Monsieur Villeneuve nous a dit de prendre bien soin de vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. » Elle est partie, refermant doucement la porte derrière elle. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée. Les croissants étaient encore tièdes, leurs pâtes feuilletées fondaient dans ma bouche. Le café était parfait, fort, mais pas amer. Après le petit déjeuner, j'ai trouvé des vêtements posés sur une chaise, une robe simple mais élégante en laine bleue marine, des sous-vêtements neufs encore emballés, des chaussures confortables en cuir. Tout était à ma taille. Édouard avait pensé à tout. Je me suis habillée et je suis descendue. J'ai suivi le couloir, essayant de me souvenir du chemin vers le hall d'entrée. La maison était un labyrinthe de pièces et de couloirs. J'ai entendu des voix venant d'une pièce sur ma gauche. La porte était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil. C'était une bibliothèque immense, avec des étagères montant jusqu'au plafond. Édouard était assis dans un fauteuil en cuir, lisant un journal, une tasse de café à la main. Il a levé les yeux et m'a vue. « Agnès, bonjour, bien dormi ?»« Oui, merveilleusement bien. Merci pour tout. Les vêtements, le petit déjeuner. Vous n'auriez pas dû. J'ai voulu le faire. Venez, asseyez-vous. » Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui. La pièce sentait le vieux cuir et le bois ciré. Des milliers de livres entourèrent la pièce. « Vous aimez lire ?» ai-je demandé. « Oui, quand j'ai le temps. Les livres sont des compagnons fidèles. Ils ne vous jugent pas, ils ne vous abandonnent pas. » Un silence confortable s'est installé entre nous. « Agnès, je voulais vous demander quelque chose, si cela ne vous dérange pas. » « Bien sûr. Restez ici, pas seulement aujourd'hui ou demain. Restez aussi longtemps que vous en avez besoin. Cette maison est trop grande, trop vide, et honnêtement. Votre compagnie m'a fait du bien hier soir. Je ne me suis pas sentie aussi bien depuis longtemps. » J'ai senti les larmes monter à nouveau. Cet homme, cet étranger, m'offrait plus de gentillesse que mon propre fils ne l'avait fait en années. « Vous êtes certain ? » ?»« Absolument. »« Alors, j'accepte. Merci, Édouard. » Les jours suivants ont passé comme dans un rêve. Je me réveillais chaque matin dans cette chambre luxueuse, encore incrédule. Marie m'apportait le petit déjeuner.
Édouard et moi prenions le café ensemble dans la bibliothèque ou sur la terrasse donnant sur les jardins. Nous parlions de tout, de nos vies passées, de nos regrets, de nos espoirs. Édouard me racontait ses voyages à travers le monde pour son entreprise. Les hôtels qu'il possédait à Paris, Nice, Marseille, Bordeaux, les défis qu'il avait affrontés pour bâtir son empire. Je lui parlais de ma jeunesse, de mon mariage avec Pierre, le père de Christophe, de nos années heureuses avant que le cancer ne l'emporte, de mon combat pour élever Christophe seul, des sacrifices que j'avais faits. Édouard m'écoutait avec une attention que personne ne m'avait accordée depuis des années. Il ne m'interrompait pas, il ne jugeait pas, il comprenait. Le 3e jour, après le petit déjeuner, Édouard m'a regardé avec un sourire. « Agnès, j'ai une idée. Cela fait 3 jours que vous êtes enfermée ici. Que diriez-vous d'une sortie en ville? Un peu d'air frais vous ferait du bien. » J'ai hésité. L'idée de retourner à Lyon me terrifiait. Et si je croisais Christophe? Et si je le voyais avec Nathalie, heureux de s'être débarrassé de moi? Je ne sais pas, Édouard. Je ne suis pas sûre d'être prête. Je serai avec vous. Vous n'avez rien à craindre. Et puis, vous méritez de vous faire plaisir. Quand avez-vous fait quelque chose pour vous-même pour la dernière fois? J'ai réfléchi. Honnêtement, je ne me souvenais pas. Toute ma vie avait été consacrée aux autres, à Pierre, à Christophe. Je n'avais jamais pensé à moi. D'accord, ai-je finalement dit. Allons-y. Nous sommes montés dans la Mercedes. Les 2 gardes du corps nous ont accompagnés, discrets comme toujours. Nous avons roulé vers le centre de Lyon. Le soleil brillait, réchauffant légèrement l'air hivernal. Édouard m'a emmené sur la rue de la République. Les boutiques élégantes, les cafés chics, les vitrines scintillantes. Nous nous sommes arrêtés devant une gelateria artisanale. « Vous aimez les glaces ?» a demandé Édouard. « En hiver ? Pourquoi pas ? Les meilleures choses ne respectent pas les saisons. » Il a commandé 2 glaces. Pour moi, pistache et vanille. Pour lui, chocolat noir et noisette. Nous avons marché dans la rue, dégustant nos glaces comme 2 enfants. J'ai souri. Un vrai sourire. Un sourire que je n'avais pas donné depuis si longtemps. « Vous êtes belle quand vous souriez », a dit Édouard. J'ai rougi. À 68 ans, on ne s'attend plus à recevoir des compliments. « Merci », ai-je murmuré. Ensuite, il m'a emmené dans une boutique de vêtements. Une boutique élégante avec des robes, des manteaux, des écharpes en soie. « Choisissez ce qui vous plaît », a-t-il dit. « Édouard, non, c'est beaucoup trop. »« Agnès, s'il vous plaît, laissez-moi faire cela. Vous avez passé votre vie à donner. Laissez quelqu'un vous donner pour une fois. » Ces mots m'ont touché profondément. J'ai choisi quelques pièces. Une robe en laine grise, un manteau beige élégant, une écharpe en soie bleue. La vendeuse m'a aidé à essayer. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai à peine reconnu la femme qui me fixait. J'avais l'air digne, élégante, vivante. Édouard a insisté pour tout acheter. Ensuite, il m'a emmenée dans une bijouterie. Boucheron, l'une des plus prestigieuses de Lyon. Édouard, non, vraiment, c'est trop. Mais il ne m'écoutait pas. Il a parlé au vendeur, qui nous a montré plusieurs pièces. Finalement, Édouard a choisi un collier délicat en or blanc avec un petit pendentif en diamant. Simple, mais magnifique. « Puis-je » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il a attaché le collier autour de mon cou. Ses doigts ont effleuré ma peau, envoyant un frisson dans mon dos. « Parfait » a-t-il murmuré. Nous sommes sortis de la bijouterie. Je portais mes nouveaux vêtements, le collier scintillait doucement sur ma peau. Je me sentais transformée. Et c'est à ce moment-là que cela s'est produit. Nous marchions sur le trottoir, parlant et riant. Édouard tenait mon bras gentiment, comme un gentleman. Et soudain, j'ai entendu un coup de frein brutal. Je me suis retournée. Une voiture Peugeot grise s'était arrêtée brusquement au milieu de la rue. Le conducteur regardait dans notre direction, bouche ouverte, les yeux écarquillés. Mon cœur s'est arrêté. C'était Christophe. Son visage était pâle. Ses mains agrippaient le volant si fort que ses jointures étaient blanches. À côté de lui, Nathalie regardait aussi, tout aussi choquée. Il me voyait, avec Édouard, habillé élégamment, portant des bijoux, souriant. Pendant un instant, nos regards se sont croisés.
J'ai vu le choc dans les yeux de Christophe, l'incrédulité, la confusion. Comment était-ce possible? Comment sa mère, qu'il avait jetée à la rue avec 10 €, pouvait-elle être là, rayonnante, au bras d'un homme riche? Édouard a remarqué mon changement d'expression. « Agnès, tout va bien. C'est mon fils, dans cette voiture. » Édouard a regardé dans la direction que j'indiquais. Il a vu Christophe, figé dans sa voiture. Puis, il m'a regardé. « Voulez-vous lui parler ?» J'ai réfléchi. Une partie de moi voulait courir vers lui dire que j'allais bien, que j'avais survécu. Mais une autre partie, plus forte, plus fière, refusait. « Non, » ai-je dit fermement. « Je n'ai rien à lui dire. » Édouard a hoché la tête. « Alors allons-y. » Il m'a guidé vers la Mercedes qui nous attendait quelques mètres plus loin. Un garde a ouvert la portière. Je suis montée, la tête haute. Édouard est monté après moi. Avant que la portière ne se ferme, j'ai jeté un dernier regard vers Christophe. Il était toujours figé, en état de choc complet. La voiture a démarré. J'ai regardé par la fenêtre arrière. Christophe essayait de redémarrer sa voiture, mais elle avait calé. Il paniquait. Derrière lui, d'autres voitures klaxonnaient. Puis nous avons tourné au coin de la rue et il a disparu de ma vue. « Comment vous sentez-vous » a demandé Édouard doucement. J'ai réfléchi. Comment me sentais-je? Triste? En colère? Blessée? Non. Je me sentais libérée. « Je me sens bien, » ai-je répondu. Vraiment bien. Édouard a souri et a pris ma main dans la sienne. Le trajet de retour vers la propriété d'Édouard s'est fait dans un silence confortable. Je regardais par la fenêtre, mes pensées tourbillonnant. L'image du visage choqué de Christophe restait gravée dans mon esprit. Pour la première fois depuis qu'il m'avait jetée dehors, je me sentais puissante. Je n'étais plus la vieille femme pathétique qui l'avait humiliée. J'étais quelqu'un d'autre maintenant. Quand nous sommes arrivés à la maison, Édouard m'a invité à prendre le thé sur la terrasse. Marie nous a apporté un service en porcelaine fine avec des petits gâteaux faits maison. « Agnès, je veux vous dire quelque chose », a commencé Édouard, versant le thé dans ma tasse. « Ces derniers jours avec vous ont été les plus heureux que j'ai vécus depuis des années. Votre présence illumine cette maison. » J'ai senti mes joues rougir. « Vous êtes trop gentil, Édouard. C'est moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez sauvé. Vous m'avez redonné une raison de vivre. Nous nous sommes sauvés mutuellement, je crois. » Il a posé sa tasse et m'a regardé intensément. « Agnès, je sais que c'est peut-être trop tôt, mais j'aimerais que vous restiez. Pas comme une invitée, mais comme quelqu'un qui appartient ici, avec moi. » Mon cœur a battu plus fort. Que disait-il exactement? Édouard. « Je sais ce que vous pensez. Nous nous connaissons depuis seulement quelques jours. Mais à notre âge, le temps n'a plus la même signification, n'est-ce pas? J'ai 70 ans. Vous en avez 68. Nous savons tous les deux ce que c'est que de perdre, de souffrir, d'être seul. Et je ne veux plus être seul. Plus avec vous ici. » Les larmes me sont montées aux yeux. Personne ne m'avait parlé ainsi depuis la mort de Pierre. Je ressens la même chose, ai-je admis doucement. Mais j'ai peur, Édouard. J'ai peur que ce soit trop beau, que je me réveille et que tout ceci ne soit qu'un rêve. Il a tendu la main et a essuyé une larme sur ma joue. Ce n'est pas un rêve, Agnès, c'est réel. Nous sommes réels. Pendant ce temps, à l'appartement de Christophe était assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il n'avait pas bougé depuis qu'ils étaient rentrés. Nathalie marchait de long en large dans le salon, nerveuse, son téléphone à la main. « C'était vraiment elle ?» a-t-elle demandé pour la 10e fois. « Tu es sûre ?»« Oui, c'était elle », a explosé Christophe. « Tu crois que je ne reconnais pas ma propre mère? Mais comment est-ce possible? Elle n'avait rien. Nous l'avons mise dehors avec 10 €, 10 €. Et maintenant, elle se promène avec un millionnaire, habillée comme une reine ?» Christophe s'est levé brusquement et s'est dirigé vers la fenêtre. Il regardait la rue sans vraiment la voir. « Elle avait l'air heureuse », a-t-il murmuré. Je ne l'ai jamais vue aussi heureuse, même pas quand papa était vivant. Nathalie s'est arrêtée de marcher.
Elle a regardé son mari, une expression calculatrice sur le visage. Qui était cet homme avec elle? Je ne sais pas. Mais il était riche, très riche. Tu as vu la Mercedes? Les gardes du corps? Les vêtements qu'elle portait? Le collier? Nathalie s'est assise, réfléchissant intensément. Puis elle a sorti son téléphone et a commencé à taper quelque chose. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Christophe. « Je cherche. Un homme riche, âgé, avec des gardes du corps à Lyon. Ça ne peut pas être difficile à trouver. » Après quelques minutes, elle a trouvé. Édouard Villeneuve, propriétaire de la chaîne d'hôtels Villeneuve. Fortune estimée à plus de 100 millions d'euros. Veuf, une fille qui ne lui parle plus. Elle a montré l'écran à Christophe. Une photo d'Édouard lors d'un gala de charité apparaissait. « C'est lui », a confirmé Christophe, pâlissant encore plus. « C'est l'homme qui était avec elle. » Nathalie a posé son téléphone, son visage dur. Elle l'a piégé, c'est évident. Elle a joué la pauvre vieille dame abandonnée et il est tombé dans le panneau. Elle va le manipuler, prendre son argent. « Tais-toi, Nathalie. » La voix de Christophe était basse mais ferme. « Tais-toi. »« Quoi ? Ma mère n'est pas comme ça. Elle n'a jamais été intéressée par l'argent. Jamais. »« Alors explique-moi comment. »« Je ne peux pas, je ne comprends pas. Mais je sais une chose. Elle avait l'air heureuse. Et c'est moi qui l'ai mise dehors. Moi qui l'ai traitée comme une moins que rien. À cause d'une tasse de thé renversée. Pour la première fois, la réalité de ce qu'il avait fait le frappait vraiment. Il s'est effondré sur le canapé, la tête dans les mains. « Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Nathalie la regardait avec mépris. « Ne sois pas pathétique. Tu as fait ce qui devait être fait. Elle était un poids. Elle nous étouffait. » Mais Christophe ne l'écoutait plus. Il pensait à sa mère, à tous les sacrifices qu'elle avait faits, à toutes les nuits où elle travaillait pendant qu'il dormait, à toutes les fois où elle s'était privée de nourriture pour qu'il puisse manger. Et lui, il l'avait jeté dehors comme une ordure. Les semaines ont passé. Édouard et moi sommes devenus inséparables. Nous prenions nos repas ensemble, nous nous promenions dans les jardins, nous regardions des films dans le salon privé, nous lisions côte à côte dans la bibliothèque. Un soir, alors que nous étions assis devant la cheminée dans le salon, Édouard s'est tourné vers moi avec une expression sérieuse. « Agnès, j'ai quelque chose à vous demander. » Mon cœur a accéléré. « Oui ?» Il a pris ma main dans la sienne. Ses yeux étaient remplis d'émotion. Je sais que nous nous connaissons depuis peu, mais à notre âge, chaque jour compte. Je ne veux pas perdre un seul jour de plus sans vous dire ce que je ressens. Il s'est agenouillé devant moi. Mes yeux se sont écarquillés. « Édouard, que faites-vous ?»« Agnès Bertrand, voulez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme ?» Le temps s'est arrêté. Je l'ai regardé, cet homme merveilleux qui était entré dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. Cet homme qui m'avait redonné espoir, dignité, amour. « Oui », ai-je chuchoté, les larmes coulant sur mes joues. « Oui, Édouard. 1000 fois oui. » Il s'est relevé et m'a embrassé. Doucement d'abord, puis avec plus de passion. C'était mon premier baiser depuis la mort de Pierre, 15 ans plus tôt. Et il était parfait. Il a sorti une petite boîte de velours de sa poche. À l'intérieur, une bague en platine avec un diamant solitaire. Simple, mais magnifique. Il l'a glissée à mon doigt. Elle était parfaite. « Nous allons nous marier bientôt », a-t-il dit. « Je ne veux pas attendre. Plus un seul jour. »« Moi non plus », ai-je répondu en souriant à travers mes larmes. Les préparatifs du mariage ont commencé immédiatement. Édouard voulait quelque chose d'intime, d'élégant, de significatif. Pas une grande cérémonie ostentatoire, mais une célébration de notre amour retrouvé. Nous avons choisi un château dans les Alpes françaises, un endroit magnifique avec vue sur les montagnes enneigées. La date a été fixée pour le début du printemps 2025, quand les fleurs sauvages commenceraient à fleurir dans les jardins. Marie m'aidait à choisir ma robe. Nous sommes allés dans une boutique de mariage à Lyon. J'ai essayé plusieurs robes, mais aucune ne semblait convenir. Elles étaient trop jeunes, trop extravagantes, trop. Inappropriées pour une femme de mon âge. Puis la vendeuse a apporté une dernière robe. Couleur champagne, en dentelle délicate, coupe simple mais élégante. Quand je l'ai enfilée et que je me suis regardée dans le miroir, j'ai su que c'était celle-là.
Vous êtes magnifique, madame, a dit Marie, les larmes aux yeux. Je me suis regardée longuement. Cette femme dans le miroir, était-ce vraiment moi? Agnès Bertrand, qui avait été jetée à la rue il y a quelques mois? Agnès qui s'était sentie invisible, inutile, sans valeur? Non. J'étais Agnès Villeneuve maintenant, une femme aimée, une femme qui avait trouvé une seconde chance. En sortant de la boutique, Marie m'a demandé « Madame, allez-vous inviter votre fils au mariage ?» La question m'a frappé comme un coup au cœur. J'avais évité d'y penser, mais maintenant, je devais faire face à la réalité. « Non !» ai-je répondu fermement. « Non, je ne l'inviterai pas. » Le jour du mariage est arrivé. C'était une matinée de printemps parfaite. Le ciel était d'un bleu éclatant, le soleil brillait doucement, l'air sentait les fleurs fraîches. Le château était décoré avec des arrangements floraux blancs et roses. Des lys, des roses, du muguet. Simple mais spectaculaire. Les invités étaient peu nombreux. Des amis proches d'Édouard, quelques membres de son équipe de direction, Marie et le personnel de la maison qui étaient devenus comme une famille pour moi. Je me tenais dans une suite privée du château, regardant mon reflet une dernière fois. Ma robe champagne tombait parfaitement. Mes cheveux gris étaient coiffés en un chignon élégant avec quelques mèches encadrant mon visage. Le collier qu'Édouard m'avait offert scintillait à mon cou. Marie m'a tendu mon bouquet, des roses blanches et des lys. Il était lourd, parfumé, magnifique. « C'est l'heure, madame », a-t-elle dit doucement. J'ai pris une profonde respiration et je suis sortie. Un violoniste jouait une mélodie douce. J'ai marché lentement dans l'allée de gravier menant au jardin où la cérémonie aurait lieu. Les invités se sont levés en me voyant. Et puis, je l'ai vu. Édouard, debout près d'un arc floral blanc, vêtu d'un costume gris impeccable, les yeux brillants d'émotion. Quand nos regards se sont croisés, il a porté sa main à sa bouche, submergée. Des larmes coulaient sur ses joues. J'ai marché vers lui, mon cœur débordant d'amour. Le célébrant, un ami de longue date d'Édouard, a commencé la cérémonie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union d'Édouard et Agnès. Deux âmes qui ont trouvé le chemin l'une vers l'autre dans les moments les plus sombres de leur vie. Deux personnes qui prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour l'amour. Il a continué avec les vœux traditionnels. Édouard Villeneuve, acceptez-vous Agnès Bertrand comme votre épouse? Édouard m'a regardé, ses yeux débordant d'amour. J'accepte, de tout mon cœur et de toute mon âme. Agnès Bertrand, acceptez-vous Édouard Villeneuve comme votre époux? J'ai souri à travers mes larmes. J'accepte, pour toujours. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Édouard a pris mon visage entre ses mains et m'a embrassé tendrement. Les invités ont applaudi. La musique a repris. Des pétales de rose ont été lancés dans l'air. J'étais mariée, à 68 ans. J'avais recommencé ma vie. Ce soir-là, pendant la réception, alors que nous dansions notre première danse, Édouard m'a murmuré à l'oreille « Es-tu heureuse, mon amour ?» Plus que je ne l'ai jamais été, ai-je répondu sincèrement. « Moi aussi. Tu as transformé ma vie, Agnès. Et toi, la mienne. » Plus tard dans la soirée, Marie est venue me voir discrètement. « Madame Villeneuve, il y a quelque chose que je dois vous montrer. » Elle m'a conduite à une pièce privée. Sur une table, il y avait une boîte élégante en carton kraft avec un ruban blanc. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « C'est pour votre fils. Monsieur Villeneuve et moi avons préparé cela ensemble. Il a pensé que vous voudriez peut-être lui envoyer un message. Mais si vous ne voulez pas, nous la jetterons. » J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvait la vieille robe marron que je portais le jour où Christophe m'avait expulsé, le manteau fin. Et par-dessus, quelques pétales fraîches de mon bouquet de mariée. Au fond de la boîte, les 2 billets de 5 €. Les 10 € que Christophe m'avait jetés comme une aumône. Il y avait aussi une carte vierge et un stylo. J'ai regardé Marie. Elle a souri doucement et est sortie, me laissant seule. J'ai pris le stylo. Ma main a tremblé au-dessus du papier. Que pouvais-je dire? Que voulais-je dire? Et puis, les mots sont venus,
du plus profond de mon cœur, de toute la douleur, de tout l'amour, de toute la libération. J'ai écrit « Christophe, pendant toute ta vie, je t'ai aimé inconditionnellement. J'ai nettoyé tes vomissements quand tu étais malade. J'ai travaillé 3 emplois pour que tu puisses étudier. Je me suis affamé pour que tu puisses manger. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Tu m'as jeté dehors pour une tasse de thé renversée, comme si je n'étais rien, comme si toutes ces années ne comptaient pas. Mais je dois te remercier. Oui, te remercier. Parce que si tu ne m'avais pas mise à la rue ce jour-là, je n'aurais jamais rencontré Édouard. Je n'aurais jamais connu le véritable amour. Je n'aurais jamais découvert que je méritais d'être traitée avec respect et dignité. Aujourd'hui, je me suis mariée. Je suis heureuse. Vraiment heureuse. Ces 10 € que tu m'as jetés comme une aumône, tu peux les garder. Je n'en ai plus besoin. Peut-être qu'un jour je pourrai te pardonner. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler. Mais aujourd'hui, je ne sais pas encore. La blessure est encore ouverte. Prends soin de toi, mon fils. Agnès Bertrand Villeneuve. J'ai scellé la lettre dans une enveloppe et je l'ai placée dans la boîte avec les vêtements, les pétales et les 10 €. J'ai refermé la boîte et j'ai écrit l'adresse de Christophe dessus. Puis, j'ai appelé Marie. « Envoyez-la demain matin, par coursier. Je veux qu'il la reçoive rapidement. » Marie a hoché la tête et a pris la boîte. « Ce sera fait, madame. » Je suis retournée à la réception. Édouard m'attendait sur la terrasse, 2 coupes de champagne à la main. La vue sur les Alpes était à couper le souffle. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de rose, d'orange et d'or. « Tout va bien ?» a-t-il demandé en me tendant une coupe. « Oui, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, je peux vraiment avancer. » Nous avons trinqué. Le champagne était frais, pétillant. « Parfait. À nous, » a dit Édouard. « À nous, » ai-je répété. « À notre nouvelle vie. » Nous sommes restés là, regardant le soleil se coucher, serrés l'un contre l'autre. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais complète, entière, aimée. Le lendemain matin, à Lyon, dans l'appartement de Christophe. Christophe préparait du café dans la cuisine quand la sonnette a retenti. Nathalie était encore au lit. Il a ouvert la porte. Un coursier en uniforme élégant se tenait là, tenant une boîte emballée avec soin. Livraison pour Monsieur Christophe Bertrand. C'est moi. Le coursier lui a tendu la boîte et un reçu à signer. Christophe a signé, confus. Il n'attendait aucun colis. Il a fermé la porte et a porté la boîte sur la table du salon. Elle était légère. Il a défait le ruban blanc et a ouvert le couvercle. Son cœur s'est arrêté. La vieille robe marron, le manteau fin, les vêtements que sa mère portait le jour où il l'avait jeté dehors. Ses mains ont tremblé en soulevant les vêtements. Dessous, des pétales de roses fraîches, blanches, parfumées, pétales de mariage. Et au fond, les 2 billets de 5 €, c'est 10 €. Il y avait une enveloppe. Il l'a ouverte avec des doigts tremblants et a commencé à lire. Chaque mot était un coup de poignard dans son cœur. Chaque phrase lui rappelait ce qu'il avait perdu, ce qu'il avait détruit. Quand il est arrivé à la signature Agnès Bertrand Villeneuve, il a compris. Elle s'était mariée. Sa mère s'était mariée avec cet homme riche, Édouard Villeneuve. La lettre est tombée de ses mains. Il s'est effondré sur le sol, tenant les vieux vêtements de sa mère contre sa poitrine. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Les larmes ont commencé à couler. Des sanglots profonds, déchirants, qui venaient du plus profond de son âme. Nathalie est apparue dans l'embrasure de la porte, en peignoir. « Christophe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures ?» Il ne pouvait pas répondre. Il pleurait trop fort. Nathalie a vu la boîte, les vêtements, les pétales, la lettre sur le sol. Elle a ramassé la lettre et l'a lue. Son visage est devenu pâle. Elle s'est mariée? Avec lui? Christophe a levé les yeux vers elle, le visage ravagé par les larmes. « J'ai détruit ma mère. Je l'ai jetée dehors comme une ordure. Et maintenant? Maintenant, elle est heureuse. Sans moi. Elle a trouvé quelqu'un qui l'aime, qui la respecte. Quelqu'un qui lui donne ce que je n'ai jamais pu lui donner. Christophe. Sors d'ici, Nathalie. Quoi? Sors d'ici.
Il a hurlé avec une force qu'elle ne lui connaissait pas. « C'est à cause de toi. Tu l'as toujours détesté. Tu m'as poussé à la mettre dehors. » « Et j'ai été assez stupide pour t'écouter ?» Nathalie a reculé, choquée. « Tu ne peux pas me blâmer pour… »« Si, je peux, parce que tu n'as jamais aimé ma mère, tu voulais qu'elle parte, et maintenant elle est partie, pour toujours, et je ne sais même pas si elle me pardonnera un jour. » Nathalie l'a regardée avec colère, puis elle a tourné les talons et est partie dans la chambre, claquant la porte derrière elle. Christophe est resté seul dans le salon, tenant les vêtements de sa mère, pleurant comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. Il se souvenait maintenant de toutes les fois où sa mère avait travaillé tard pour qu'il puisse avoir de nouveaux cahiers pour l'école, de toutes les fois où elle s'était privée de nourriture en disant qu'elle n'avait pas faim, alors qu'en réalité, elle voulait qu'il mange à sa faim, de toutes les nuits où elle avait veillé à son chevet quand il était malade. Et lui, pour une stupide tasse de thé, il l'avait détruite. Il a regardé les 10 €. Cette somme ridicule qu'il lui avait jetée comme une insulte. Et maintenant, elle les lui renvoyait, parce qu'elle n'en avait plus besoin, parce qu'elle avait trouvé quelqu'un qui la valorisait. Il a pris son téléphone, il devait la contacter, s'excuser, implorer son pardon. Mais il n'avait aucune idée de comment la joindre. Il ne savait même pas où elle vivait maintenant. Il ne connaissait que le nom, Édouard Villeneuve. Il a cherché sur Internet. Il a trouvé le siège social de la société hôtelière Villeneuve. Il a noté l'adresse. Demain, il irait là-bas. Il la chercherait. Il la supplierait de lui pardonner. Mais au fond de son cœur, il savait qu'il était peut-être trop tard. Sur la terrasse du château, plusieurs jours après le mariage, Édouard et moi regardions le coucher de soleil. Nous étions revenus à la propriété près de Lyon, mais nous avions décidé de passer quelques jours de plus dans les Alpes pour profiter de notre lune de miel. « Agnès, j'ai une question, » a dit Édouard doucement. « Oui ? Si ton fils te contacte, s'il vient te chercher, s'il te supplie de lui pardonner, que feras-tu » J'ai réfléchi longuement. C'était une question que je m'étais posée moi-même. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Une partie de moi voudrait lui pardonner immédiatement, parce qu'il était mon fils, parce que je l'ai aimé toute ma vie, mais une autre partie, une partie plus forte, c'est que ce qu'il m'a fait était impardonnable. Il m'a jeté dehors dans le froid. Il m'a traité comme si je n'étais rien, comme si toutes ces années de sacrifice ne comptaient pas. Et si tu ne le revois jamais, alors je vivrai avec ça. J'ai appris quelque chose de tout ceci, Édouard. J'ai appris que je ne peux pas vivre ma vie en fonction de quelqu'un d'autre, même mon propre fils. J'ai passé 68 ans à donner, à sacrifier, à m'oublier. Maintenant, pour la première fois, je vis pour moi. Et c'est libérateur. Édouard m'a pris la main et l'a embrassée. Tu es une femme extraordinaire. Agnès Villeneuve. Et tu es un homme extraordinaire, Édouard. Nous sommes restés là, en silence, regardant les montagnes s'assombrir alors que le soleil disparaissait derrière les pics. Le ciel s'est transformé en un spectacle de couleurs. Violet profond, rose doux, orange brûlant. Sais-tu ce que je pense ? Ai-je dit finalement. Quoi ? Je pense que parfois, la vie nous pousse dans la bonne direction, même si cela fait mal sur le moment. Si Christophe ne m'avait pas jeté dehors, je serais toujours dans cet appartement, me sentant invisible, inutile, non désirée. Je n'aurais jamais connu cette vie. Je ne t'aurais jamais rencontré. Je n'aurais jamais découvert que je méritais d'être aimée. Édouard m'a attirée contre lui. Alors, peut-être devrions-nous remercier les moments difficiles, parce qu'ils nous ont menés ici, ensemble. Oui, ai-je murmuré contre sa poitrine, peut-être que nous le devrions. La nuit est tombée complètement. Les étoiles ont commencé à apparaître, des milliers de points lumineux dans le ciel noir. J'ai levé les yeux, émerveillé. Regarde, Édouard. Les étoiles, elles sont si belles. Elles le sont, mais pas autant que toi. J'ai ri. Tu es un flatteur. Non, je dis simplement la vérité. Nous sommes restés là pendant des heures, enlacés, regardant le ciel étoilé, parlant de nos rêves, de nos espoirs, de notre avenir ensemble. Et pour la première fois depuis que je pouvais me souvenir, j'étais vraiment, profondément, complètement heureuse.
Parfois, le plus grand cadeau que quelqu'un peut nous faire, c'est de nous laisser partir, pour que nous puissions enfin voler.